Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost, tournée ici dans le cadre du Salon Sival à Angers. Bon, on va faire un focus sur les nouveautés. Top départ. Chaque année, c'est avec plaisir qu'on se rend à Angers pour visiter le Sival et découvrir les dernières innovations de la production végétale. Et cette année, on n'a pas été déçus. On a croisé le ministre de l'Agriculture, bon c'est sympa mais on n'est pas franchement venu pour ça. On a surtout admiré un tracteur super innovant, des robots et retrouvé quelques vieilles connaissances avec qui on a échangé sur l'avenir du secteur. Ça fait pas mal de choses à voir, alors je me casse très vite, non sans balancer une dose de news. Enjoy! Ce début d'année est marqué par la colère des agriculteurs. Après des manifestations en Allemagne, cette semaine, ce sont les agriculteurs français qui sont descendus dans la rue. Ce jeudi, des agriculteurs ont ainsi bloqué l'A64 entre Toulouse et Tarbes, protestant notamment contre la hausse de la redevance de l'eau et les restrictions d'irrigation. Alors, qui a la pêche parmi vos marques de tracteurs préférées en 2023 ? Il faut dire que l'année a été fructueuse pour le marché des tracteurs avec le meilleur total d'unités vendues depuis 13 ans. Mais tout le monde n'en a pas profité. Kubota continue de perdre des parts de marché sur les tracteurs standards, tandis que John Deere, New Holland et Fendt sont abonnés aux premières places. Plus d'un tracteur sur deux vendu en France provient de l'une de ces trois marques, même si on constate un léger recul du côté des ventes de chez Fendt. Pour le reste, les positions sont figées, même si Dusfar a enregistré une petite progression. La course à la forte puissance continue. En 2023, les tracteurs de plus de 300 chevaux ont enregistré une forte progression et de façon plus globale, la puissance moyenne des nouveaux tracteurs vendus augmente de 2,5 chevaux par rapport à 2022. C'est la troisième année consécutive que c'est le cas. Assez pour dessiner une tendance, les tracteurs les plus vendus restent néanmoins dans la tranche des 100 à 150 chevaux. Bon, assez parlé machines, maintenant il est temps d'aller en voir de près. On avait entendu parler d'un tracteur très particulier récompensé d'une médaille Sival. On ne pouvait pas passer à côté. C'est pourquoi on s'est jeté sur le stand Chabas à la rencontre du Viroc. Vous connaissez Chabas? Ils ont justement un prix dans le cadre de ce Sival. Bonjour Laurence Brega. Bonjour. Alors Laurence Brega, vous êtes directeur général adjoint donc, de Chabas. C'est une société française et on aime bien les mettre en avant. Alors qu'est-ce que vous apportez de plus avec ce tracteur qui a été médaillé ? Alors on appelle ça tracteur, mais ça pourrait être un porte-outil, hein, c'est la même chose. La particularité de ce porte-outil, c'est justement de pouvoir travailler dans des vignes étroites. Donc de 80 pour le petit Vitrac, 90 le Viroc, jusqu'à 115 cm. Autre particularité, il a un centre de gravité bas et il est articulé, donc il peut travailler dans des vignes en dévers, il peut travailler dans des pentes extrêmes. Et ensuite, avec ses 80 litres d'hydraulique, il peut supporter tout type d'outils et donc travailler dans tout type de culture. Il a une cabine qui se retourne, on peut travailler plus proche de son outil ou plus éloigné à sa convenance. Donc c'est un peu le couteau suisse de l'agriculture. Laurent, vous l'importez ce tracteur d'Italie depuis le printemps dernier, mais justement en Italie, il est déjà commercialisé. Dans quelle situation il fait la différence ? Donc en Italie, dans la région d'où il vient, c'est-à-dire du côté de Bolzano, on trouve énormément de vignes en terrasse. Il y en a 150 qui tournent, donc dans des conditions toujours extrêmes. Et l'avantage de cette collaboration qu'on peut avoir avec nos amis italiens, c'est que nous avons des vignes très différentes, des conditions toujours plus extrêmes en France qu'en Italie. Et ça nous permet de pouvoir adapter cet outil sur notre marché français. Et sous le capot, on trouve un moteur Hartz de 75 chevaux. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Il faut savoir que Chabas avait un autre stand au Sival, l'occasion de voir de nos propres yeux la plateforme automotrice AM8 Harvery, un système pouvant accueillir 2 à 8 opérateurs lors de la récolte de fruits en verger, leur facilitant drastiquement le travail et améliorant du coup la qualité de la récolte. Bon, c'est pas une innovation particulièrement récente, mais ce qu'il est, c'est que cette solution est subventionnée dans le cadre du plan de souveraineté fruits et légumes et le Sival était l'occasion de le rappeler au plus grand nombre.
Allons un petit peu plus loin maintenant, découvrir un robot qui nous a impressionnés. Imaginez qu'un pépiniériste peut avoir 10 000, voire 100 000, voire 1 million de pots à déplacer. Effectivement, l'hiver, on essaie de les rapprocher et puis l'été, on essaie de les espacer, notamment pour éviter la transmission des maladies. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors c'est vous qui avez créé ce robot qui a pour mission de déplacer les pots. Pouvez-vous m'expliquer quel en est le principe ? Alors c'est Trooper, le premier robot de distançage et de resserrage autonome en Europe. Et du coup, donc, son fonctionnement, c'est qu'il est électrique, il a 10 heures d'autonomie sur batterie, tout terrain. Et il est capable de prendre plusieurs pots dans son magasin circulaire qui fonctionne comme un barillet de pistolet, on va dire, et qui est capable donc de saisir plusieurs pots à la fois. On va spécifier au robot un paramètre de distance à laisser entre chaque plante, par exemple tous les 40 cm, une largeur de planche. On place des cônes de chantier qui lui servent de repère et ensuite simplement le robot va faire ses allers-retours entre un point de collecte des pots et un point de dépose. Oui, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous placez de façon bien précise des cônes ? Alors les cônes qu'il faut placer tous les 1,50 m en ligne droite lui servent à délimiter le bord de sa planche et lui donner un cap à suivre pour le distançage. Mais est-ce qu'il est plus performant qu'un opérateur humain ? Au niveau efficacité, on va être à 150 à 200 pots à l'heure selon le distançage et selon les paramètres et le litrage des pots. C'est en général un peu inférieur à ce qu'un opérateur humain peut faire. Cependant, le robot travaille 10 heures par jour avec la possibilité de changer la batterie pour un fonctionnement de jour comme de nuit. Et donc avec ça, en fait, il ne fait pas de pause, il a une cadence qui est complètement constante et ça permet de dégager du temps aux opérateurs humains pour qu'ils réalisent des tâches à plus forte valeur ajoutée. Vous êtes une entreprise jeune, vous en avez déjà commercialisé 7, félicitations. À quel prix le vendez-vous ? Instar Robotics, qui a été fondé par moi-même et Pierre Delarboula, mon associé, a été fondé en 2018. Alors le robot est commercialisé à 35 000 € actuellement et donc là on entame la 2e année de commercialisation. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous donner un point d'amortissement de l'investissement ? Alors ça dépend complètement de l'exploitation, mais à partir de 1 hectare, 2 hectares et on va dire 30 000 plantes à distancer à l'année, on est sur une rentabilité à 5 ou 6 ans. Pour des plus grosses entreprises qui font des centaines de milliers de plantes en pot, la rentabilité peut être beaucoup plus courte. Merci beaucoup Adrien. Merci. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on vous a proposé une émission spéciale consacrée à l'agriculture chilienne. Et vous allez voir qu'en matière de souveraineté alimentaire, en France, on en parle beaucoup, mais certains pays misent vraiment sur cette capacité à investir sur l'agriculture. Salut Franck. Ouais, bonjour Jean-Paul. Alors ça fait longtemps que tu vis au Chili. Ah oui, ça fait 35 ans là maintenant. Ce que tu ressens, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pays qui investissent ici sur l'agriculture chilienne. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que le peso chilien s'est dévalué sur l'ensemble des marchés internationaux, en gros entre 40 et 50%. Donc finalement, pour un même dollar ou un même euro, les investissements dans les entreprises locales ou les rachats d'entreprises locales par des entreprises étrangères se sont fortement accentués. On observe depuis 1 an maintenant là, énormément d'investissements de la part des fonds d'investissement américains, canadiens, et puis depuis quelques temps là, le Moyen-Orient en général. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils veulent sécuriser l'alimentation ? Oui, ils veulent sécuriser l'alimentation. 2, ils veulent répéter un peu le succès qu'a eu une certaine entreprise chilienne qui s'appelle Hortifruit et qui est présent dans le monde entier et qui livre des myrtilles, des fraises tous les jours dans le monde entier. Je pense que le deuxième objectif est lié au fait que nous sommes 7 milliards sur Terre. Il est prévu qu'on arrive peut-être à 10 milliards dans le futur et il faut en gros sécuriser l'alimentation de ces 10 milliards de personnes. Et je pense que c'est un très bon investissement pour ces gens-là. Ils achètent pas cher, des entreprises qui fonctionnent bien et achètent non seulement la production mais aussi le réseau commercial. Et l'Europe, on est où ? Ça veut dire qu'on n'est pas bon et la France non plus ?
L'Europe, globalement, on ne les voit pas. Donc je pense qu'on n'est pas très bon, oui. Ou alors on manque de politique qui soit suffisamment agressive. On peut dire que les fonds d'investissement qui sont venus jusqu'à présent sont très très agressifs, avec immédiatement des restructurations drastiques. Merci beaucoup Franck. Le soir tombe sur le parc des expositions d'Angers et c'est l'occasion de retrouver au calme des connaissances qu'on a l'habitude de voir au Cival. Ici, les gars de chez BCS. Et pour passer un petit moment chaleureux, on avait plein de questions qui tuent. Federico, je te connais bien, tu es responsable développement produit donc pour le marché français chez BCS. Alors on va avoir un petit échange un peu libre. Moi, tu sais, souvent je me dis, tu vois, on est dans le cadre du Cival, et je me dis, mais je vois rien sur l'économie circulaire chez les constructeurs, mais même au-delà, dans beaucoup de stands. On a l'impression que le monde agricole et peut-être le monde des agroéquipements vit un peu à côté des grandes évolutions. Par exemple, qu'est-ce qui est recyclable aujourd'hui dans un tracteur ? Alors en fait, l'histoire de la recyclabilité, c'est un peu caché. Tous notre tracteurs, par exemple, et je parle aussi de la plupart des tracteurs de la concurrence, parce que les matériels sont toujours les mêmes, sont déjà conformes au règlement 2020-852 et donc sont recyclables par rapport au poids au minimum de 85%. Donc on part d'acier, on part de fonte, on parle de plastique recyclable. Au minimum, le 85% du matériel d'un tracteur est recyclable. Federico, tu sais, il y a un autre sujet qui nous tient à cœur dans l'émission Power Boost et on ne se fait pas que des amis chez les constructeurs, c'est la hausse. Chaque année, les constructeurs, je ne dis pas toi, je dis de façon globale, vous passez une, voire deux hausses. C'est pas possible. Les consommateurs ne vont pas pouvoir acheter les produits des agriculteurs parce que tout augmente. Pourquoi vous avez de telles hausses ? Parce qu'en fait, nous avons les mêmes problèmes des agriculteurs. Donc, en tant que constructeurs, nous achetons du matériel. Et donc, si les fournisseurs montent un prix, le prix du produit final est obligé à monter. Donc, nous, dans les 2023, on a eu 2 augmentations sur les tarifs, mais on a essayé quand même de balancer un peu entre la réduction de notre marge et l'augmentation de prix. Donc on a fait quasiment moitié-moitié entre nous et l'acheteur final. Et toute dernière question, débat, on parle beaucoup des femmes dans la société. Moi j'ai l'impression que dans le secteur des agroéquipements, on ne voit pas beaucoup de dames aujourd'hui. Et puis j'ai pas l'impression que les cabines sont vraiment conçues aujourd'hui pour les agricultrices. Alors par rapport au recrutement, moi je trouve que c'est pas juste de parler d'ingénieurs femmes ou ingénieurs hommes, on parle plutôt des ingénieurs, parce qu'en fait nous avons besoin des ingénieurs. Les problèmes c'est plutôt l'approvisionnement de ce type de ressources humaines. Donc je trouve que plutôt le problème c'est de rendre intéressant le parcours scolaire par les étudiants dans les matières technologiques. Donc dès que nous aurons bien plus des ingénieurs femmes qui sortent des écoles techniques, alors nous serons heureux de l'embaucher. Voilà. Et pour la conception, alors nous on est constructeur du tracteur T2, donc on est déjà dans l'étroite. Donc je trouve à mon avis que c'est bien plus ergonomique pour un femme que pour un homme notre cabine. Merci beaucoup Federico, en tout cas pour la franchise de tes réponses. À bientôt. Salut. Au revoir. À bientôt. Il s'en est bien sorti Federico, non ? Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que vous pouvez nous retrouver bien sûr chaque jour sur notre chaîne YouTube avec de nouvelles vidéos. Et puis aussi, je tenais à vous dire qu'on va avoir un grand plateau télé dans le cadre du prochain Salon de l'Agriculture fin février à Paris. On cherche des partenaires, alors si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une excellente semaine.